Bonjour à tous, toutes et à tous. Au nom de l'Université de la Crèce, je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième volet d'une série de webinaires qui s'intitule l'ESS face à la crise, simple résistance ou vecteur de changement. Lors du premier webinaire, nous avons vu avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire que la gravité de la crise à laquelle la Réunion ou notre planète est confrontée. Comme je vous le disais lors du premier webinaire, on a pu percevoir en échangeant avec des entreprises que la crise à laquelle est confrontée la Réunion a légitimé plus que jamais et unanimement le rôle primordial des organisations de l'économie sociale et solidaire, le rôle primordial de ses salariés, de ses bénévoles et de ses militants. Ce champ s'est surtout remarqué et distingué par sa capacité à répondre rapidement à un certain nombre d'urgences humanitaires et sociales. Ce champ fait preuve d'initiatives innovantes, solidaires, citoyennes, mais le succès de l'économie sociale et solidaire durant cette période ne tient pas uniquement à sa capacité-là, du coup, à répondre de manière très rapide à une urgence humanitaire, mais également à sa capacité à repenser et peut-être à inspirer un développement social et économique plus durable, plus équitable, mieux régulé, de par exemple, le principe de démocratie. Il est temps pour l'économie sociale et solidaire, selon nous, de prendre sa place et de proposer, de faire un certain nombre de propositions pour le fonctionnement de l'après-crise. C'est l'objectif de ces différentes rencontres qu'on vous propose depuis un certain nombre de temps en proposant à un certain nombre d'acteurs d'horizons différents de partager leur vision, de partager leur expérience et de partager leur expertise afin d'aboutir à des propositions rapides, communes, complètes et concrètes. Dans le cadre de ce second webinaire, nous avons décidé, après les entreprises, d'inviter des enseignants-chercheurs, des scientifiques de différents domaines, sociologie, économie, gestion, de partager leur vision, de nous partager leur expertise. Je les remercie toutes et tous d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Nous serons du coup avec Madame Danielle Demoustier, qui est maître de conférence, Monsieur Philippe Hainaut, qui est professeur des universités à l'IAE Paris, Monsieur Patrick Valéo, qui est professeur des universités à l'IAE Réunion, et enfin Frédéric Annette, qui est docteur en sciences de gestion à l'Université de la Réunion, à l'IAE Réunion, et également administrateur de la Crèce. Nous avons, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Nous avons concocté préparé un certain nombre de thématiques que nous allons aborder. Il y en a 4 que nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire. Vous aurez, comme l'a dit Christophe, vous aurez l'occasion de poser au fil de l'eau des questions par écrit et c'est Frédéric Auré, directeur de la Crèce, qui se chargera de nous les transmettre. Surtout, avant de poser une question, je vous demande de vérifier les questions qui ont déjà été posées préalablement. Il se pourrait que certaines des questions que vous souhaiteriez nous transmettre soient déjà écrites. Donc, vous pouvez à ce moment-là voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter dans la liste. Et ce sont celles qui seront les mieux cotées qui nous seront remontées notamment, au-delà de la pertinence des interrogations. Et du coup, ces questions nous parviendront à la fin de chaque thématique. Et à la fin, s'il nous reste du temps, nous passerons la parole aux spectateurs pour que vous puissiez également nous partager votre ressenti sur les différentes thématiques et sur la problématique qui est la nôtre en ce moment. Voilà, donc je vous propose de passer à la première thématique. Nous n'arrêtons pas de dire en ce moment que nous sommes arrivés à un tournant et nous avons laissé place surtout à des activités essentielles en ce moment. Un certain nombre d'activités se sont arrêtées, les activités essentielles ont perduré. Ce sont des activités notamment qui sont couvertes, qui sont développées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ma première question est la suivante. Est-ce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont véritablement des organisations qui développent des activités vitales pour notre société? Honneur aux dames, je passerai la parole à Danielle. Oui, bonjour.
La réponse est tout à fait affirmative. Et je me poserai à deux niveaux, à un niveau un peu plus théorique et à un niveau plus pratique. Hein. À un niveau théorique, je crois qu'il y a un auteur qui est assez mal connu, qui a théorisé sur les besoins. C'est en dehors de la pyramide de Maslow, qui pour moi ne correspond pas tout à fait à la problématique qu'on étudie, c'est Pierre-Joseph Lebray, qui est le fondateur d'économie humanisme à l'issue de la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, et il distinguait trois types de besoins. Hein. Non pas des besoins primaires, secondaires, tertiaires, mais il appelait ça des besoins essentiels, des besoins de confort et des besoins de dépassement. Et il disait que autant le capitalisme répond bien aux besoins de confort, qui sont des besoins auxquels on peut répondre de façon matérielle, en grande masse, avec une productivité croissante, autant il répond très mal aux besoins essentiels et aux besoins de dépassement. Les besoins essentiels étant les besoins qu'on connaît bien, l'alimentation, le logement, la santé, les besoins de dépassement étant la créativité, la solidarité, la participation, etc. Et on voit bien que l'économie sociale et solidaire, spécialement dans cette crise, répond à ces besoins essentiels et ces besoins de dépassement. On l'a vu autour de l'abord de premier besoin qui est l'alimentation. On a vu le président Macron d'ailleurs aller visiter une coopérative agricole. Alors peut-être que c'est pas, on verra qu'il y a des contradictions à l'intérieur même de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est peut-être pas l'agriculture d'après-demain, mais enfin, on voit bien que la coopération réunit les entrepreneurs individuels, les agriculteurs, pour permettre en fait cette production agricole. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, on va promouvoir les circuits courts. Alors, on parle peu des AMAP dans le discours actuel, mais en fait, on voit bien que ça correspond tout à fait aux AMAP. Donc, besoins alimentaires, et puis je dirais aussi les besoins de créativité, les besoins de culture. On voit très très bien aujourd'hui, même si on est tous confinés, se développer des formes de créativité tout à fait importantes, et comment la culture, heureusement qu'on en a de la culture dans nos lieux un peu restreints, pour pouvoir effectivement chercher à une ouverture sur l'extérieur, et éventuellement une imagination pour créer la suite. Voilà, donc on voit bien que l'ESS à ce niveau-là, je crois, est au cœur des besoins de base de notre société, et je pense qu'elle a besoin d'être valorisée d'ailleurs dans cette première fonction. Merci pour cette intervention, Daniel. Philippe, tu voudrais partager ta vision sur cette question? Merci Jérôme, bonsoir à tous, bonjour à tous. Moi, je rejoins ce que vient de dire Daniel à l'instant. Il y a un enseignement de la crise que nous vivons, la crise pandémique que nous vivons, c'est que ça a permis de mettre au jour les choses essentielles, et les associations, les organisations plus largement de l'ESS qui participent d'un travail de solidarité ont été mises mises en lumière, et je pense que ça c'est une bonne chose pour revenir aux fondamentaux de l'ESS. Selon moi, l'ESS est vital parce qu'elle fait tomber deux oppositions qui me semblent fausses. La première opposition, on l'a entendu dans les débats, c'est celle qui consisterait à dire qu'il faudrait choisir entre l'économie et la vie, et que donc il y aurait des arbitrages à faire, c'est soit l'économie, soit la vie. Toutes les démarches d'économie solidaire, avec l'idée d'une autre économie, sont construites sur l'idée d'un dépassement qui nous a été proposé et présenté par Karl Polanyi, c'est-à-dire de ne pas réduire l'économie à l'économie de marché. Et donc l'idée qui est derrière tout ça, l'idée derrière d'une autre économie, c'est l'idée d'un élargissement de la question économique. Karl Polanyi parlait d'économie substantive, l'économie de la subsistance, pour montrer que l'économie, au-delà de l'échange et des marchés, c'était aussi de la réciprocité, c'était aussi de la redistribution et c'était aussi du partage domestique. Donc, ce faisant, il permet d'étendre l'économie au-delà du marchand à l'espace du non-marchand, à l'espace du non-monétaire, et nous permet de retrouver l'essentiel dont parlait à l'instant Daniel. Et que ça, cette première opposition fausse, opposition entre l'économie et la vie, l'ESS est en capacité de le réduire. Deuxième opposition qui me semble fausse et que l'ESS, selon moi, est en capacité de lever, c'est l'opposition sur laquelle Philippe Bosquela a pas mal travaillé, c'est l'opposition entre nature et culture. Sans doute, il faut reconnaître que le monde est vulnérable, selon la formule de Joan Tronto, et avoir une politique du care, c'est-à-dire l'attention aux exclus, l'attention aux oubliés, l'attention à ceux qui sont les plus éloignés de l'action publique,
Mais dans cette attention, il faut avoir l'attention non seulement pour tout ce qui est du domaine de l'humain, mais aussi du non-humain. C'est-à-dire qu'il y a un même combat qui est à tenir pour lutter contre, pour œuvrer pour la transition économique et sociale, un travail avec les humains et donc plus de solidarité entre eux, mais aussi un travail avec l'ensemble du vivant et donc d'avoir des actions concertées qui sont en capacité de nous replacer dans le monde du vivant, nous replacer dans des conditions de protection de la biodiversité et aussi de réduction des énergies de gaz à effet de serre. Donc voilà, sur ces deux oppositions, je pense que l'ESS est en capacité, non seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan conceptuel, de lever deux oppositions fausses et de nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup Philippe. Patrick? Oui, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Moi, je regarderai les choses en deux temps. La première, puisque c'était un petit peu, tu nous posais dans le présent, donc le présent de la crise et de l'urgence, puis après, à travers peut-être les autres questions, vers une transition et la possibilité de capitaliser sur les forces qui auront été démontrées pendant la crise. Donc là, moi, ce que j'ai observé depuis quelques mois, je crois qu'on peut compter 2 mois, c'est à nouveau cette capacité de l'ESS à faire preuve de réactivité humanitaire plus rapidement que les entreprises, plus rapidement parfois que les pouvoirs publics. Elles ont été en capacité d'aider un petit peu comme l'humanitaire d'urgence, hein, comme le fait Médecins sans frontières, mais là c'était dans les CCAS que ça s'est joué, pour être plus rapide que les autres, pour distribuer les colis alimentaires, pour être proche de la population. Mais on retrouve les mêmes fondamentaux, hein, capacité à mobiliser de façon quasiment instantanée les ressources humaines, beaucoup de bénévoles, mais également des salariés qui se sont redéployés, qui se sont portés volontaires, qui sont restés. Donc, ils sont restés. On a beaucoup parlé effectivement des infirmiers, infirmières, des gens dans les supermarchés, mais les salariés des associations sont restés exposés, frontline, au contact du public. Capacité à mobiliser des fonds aussi. Il y a eu des collectes de fonds assez rapides. Capacité, et puis certaines personnes présentes dans le public en ont fait la preuve, à se connecter en réseau pour être encore plus efficace. Et également, un dernier point, c'est la proximité avec les publics qui en ont besoin. Donc très très vite, on a eu, de façon absolument non concertée, parce que c'était tout à fait imprévisible, capacité à délivrer, un petit peu comme le disait Daniel, les besoins les plus premiers. Donc après, évidemment, il y en a d'autres, mais sur l'aide alimentaire. Puis j'ai envie de rajouter quelque chose aussi, parce que c'était un des éléments indirects de la crise, peut-être plus anecdotique pour certains, c'est le rôle de soutien qu'elles ont fait, des associations qui sont moins visibles autour de l'accompagnement, la solitude qu'a représenté le confinement d'un point de vue psychologique. Là encore, ce sont l'économie sociale et solidaire qui a été au premier plan, très discrètement, pour aider, accompagner les gens. En dernier point, si tu permets, Jérôme, j'ai noté qu'ils avaient été très présents sur le terrain, mais pas beaucoup dans les médias. Peut-être c'est un biais, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été assez montrés par rapport à d'autres catégories. Ce n'est pas ni mieux ni moins bien. Alors que, et c'est un événement médiatique majeur qu'il y a eu, le World Concert, que vous avez certainement entendu parler, 8 heures d'affilée, production américaine. Il y a eu de très très beaux portraits des gens de terrain dans le Bronx, à Harlem, les bénévoles, les salariés des associations aux États-Unis. Moi, je trouve que c'est important qu'on puisse mettre des visages aussi sur ces populations au travail pour qu'on puisse s'identifier à eux puis avoir envie de faire pareil. Oui, merci Patrick. Frédéric, enfin? Oui, bonjour à tous. Bien sûr, la question que je me pose, c'est pourquoi on n'a pas autant de focus fait sur ce capital et ce mouvement social très fort qu'on a observé depuis le début de toute cette période exceptionnelle. Et derrière, on voit que l'ESS est en première ligne et on n'a pas du tout mis en avant les élans et les chaînes de solidarité de terrain
qui ont pris une ampleur incroyable. C'est à se poser la question pourquoi la France ne met pas en valeur et ne met pas un focus particulier sur toute cette force, puisque je peux vous dire que voilà, dans la pratique, les services rendus, le lien, la rupture de l'isolement et puis tous les secteurs qu'on peut connaître de l'économie sociale et solidaire, de l'alimentaire comme tu as cité, mais médico-social, éducation, agriculture, protection sociale et même les banques d'ailleurs, ont essayé à leur manière aussi de pouvoir répondre au plus près du besoin. Alors, il y a deux éléments que je voudrais partager. C'est le premier, c'est que ça remet au goût du jour la notion d'utilité sociale, puisqu'on se rend compte quand même que tout est imbriqué, notre monde est complexe et qu'on ne peut pas forcément séparer la santé, l'économique, le politique et que toutes ces notions sont liées. Et voilà, de Jean Gadret à aujourd'hui des critères d'utilité sociale ont été vraiment étudiés, même si ce n'est pas simple à appréhender. Et on voit que la notion de lien social, elle s'est poursuivie malgré le fait que l'économique, à un moment donné, a été suspendue. Et ça, je pense que ça questionne sur la place qu'on doit donner aussi à toute cette force vive qu'on a eue dans le pays et que ce sont des solutions qui sont expérimentées depuis des décennies par un mouvement de fond de la société française et qui n'est pas du tout aujourd'hui mis au goût du jour. La deuxième chose, et ça c'est une initiative plutôt plus pratique sur le territoire, c'est qu'il y a quelques mois, en décembre 2019, il y a un collectif d'acteurs qui s'est réuni de l'économie sociale, qui réunit un certain nombre de courants, que ce soit dans l'éducation populaire, jeunesse, financeurs de l'économie sociale, maisons d'association, groupements d'employeurs. Et ce collectif s'appelle Casasso. Et c'est une initiative que je voulais souligner puisqu'en fait, ils ont quand même impulsé par l'État, aussi par la DGSCS, et qui justement a créé une forme de plateforme et qui justement a été utile pour pouvoir apporter un appui aux structures de la vie associative sur le territoire. Et cette initiative, en fait, elle permet de mettre en avant le fait que la force de la coopération a un grand rôle à jouer. Ici, il y a vraiment une organisation vitale sur laquelle on pourrait orienter aussi notre réflexion. C'est cette capacité des acteurs à pouvoir coopérer dans ce type de moment. Voilà. Merci Frédéric. C'est vrai qu'au regard de tout ce qui a été dit, on peut finalement mettre en évidence deux dynamiques. La première, c'est la dynamique activité essentielle, existentielle, du coup, sur lesquelles interviennent l'économie sociale et solidaire et qui transcendent un certain nombre de clivages, comme l'a dit Daniel, mais également, également Philippe. Donc oui, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire prend toute sa place au regard de ses activités. Il est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est assez naturel que ce soit l'économie sociale et solidaire qui joue un peu ce rôle de tampon en période de crise. Mais cela n'est pas si évident que cela, puisque d'une part, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont touchées, à l'instar des autres entreprises, par cette crise également et leur modèle économique. Un certain nombre d'entre elles ou d'entre eux sont également touchés, sont également impactés. Et deuxièmement, comme l'ont dit Patrick, mais aussi Frédéric, au-delà de l'activité, au-delà du résultat, entre guillemets, au-delà de ce qui est visible, il y a aussi ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est tout le modèle sur lequel repose l'économie sociale et solidaire. Ce sont ces militants, ce sont ces bénévoles, ce sont ces logiques de coopération, de mobilisation à différents niveaux. Ce sont ces compétences qui sont spécifiques à l'économie sociale et solidaire. C'est la construction de réseaux, c'est de la construction de collectifs. Et il faut souligner également, au-delà finalement de toutes ces actions solidaires, de cohésion sociale et humanitaire, d'urgence qui ont été menées, il faut également souligner la capacité d'innovation en termes d'organisation et cette capacité de mobilisation également des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ce que disait Frédéric, du coup, m'amène à un paradoxe, puisque en ce moment, on parle beaucoup de solidarité. On dit qu'il y a un grand élan de solidarité. Eh bien, en France, en métropole, à La Réunion, on met en évidence cet élan de solidarité. Et c'est ce que disait un peu Daniel. On va visiter ces espaces de solidarité, on visite les actes, mais finalement, on ne met pas en évidence le modèle et on ne met pas en valeur le fonctionnement et les spécificités de ces entreprises-là.
Voilà, donc c'est un peu ce que m'inspire, ce que vous venez de me dire, ou de nous dire plutôt. Est-ce que vous souhaitez répondre, approfondir un peu tout ce qui a été un peu dit par les uns et les autres? Oui, vas-y Patrick. Ah, il faut remettre ton micro. Pardon. On est toujours dans le feu de l'action puisqu'on attend la post-urgence officiellement à partir du 11 mai. Toujours dans le feu de l'action. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que l'enjeu va être de capitaliser sur ces forces pour pouvoir, dans la période de transition, essayer d'installer en fait plus de solidarité. Mais je pense qu'on a beaucoup souligné les acteurs, les bénévoles, les militants, et on en fait tous partie ici présents. Mais il y a eu également, je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu dire Daniel au début de son intervention, des gens qui ne sont pas solidaires ou pas très intéressés ou qui ne revendiquent pas la solidarité en temps normal et qui ont pu y goûter à la fois dans les idées mais dans des petits actes. Des gens qui ont été faire des courses, par exemple, pour leurs voisins âgés. Je trouve que là, il y a un segment de population qui serait mobilisable pour la suite parce que à cause de la crise, grâce à la crise, ils ont pu avoir d'autres expériences. Et moi, je souhaite qu'on les reconnaisse aussi. C'est-à-dire, il y a l'économie sociale et solidaire, comme nous le sommes d'habitude, et puis des gens qui s'en rapprochent, parfois sans le savoir. Oui, si je peux ajouter quelque chose, je crois qu'on est retourné au fondement de l'économie sociale et solidaire, et notamment de la mutualité. C'est-à-dire, c'est l'entraide mutuelle sur la base de la proximité. Et c'est vrai que autour de ces notions-là, il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé. Et ça serait dommage que la logique d'organisation l'emporte d'une certaine manière sur cette logique de mouvement, hein, qui est un mouvement très mobilisateur. Donc ça, il faudra faire très attention à la sortie, hein, de garder ces dynamiques de mouvement par rapport à des dynamiques d'organisation qui sont plus formelles, qui sont nécessaires, mais qui peuvent un petit peu sélectionner les personnes qui se mobilisent. Oui, Philippe. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric. Je pense, comme lui, qu'il y a eu sans doute la couverture médiatique n'a pas été suffisante pour montrer l'engagement de solidarité qui s'est passé en France et dans le monde. Et c'est venu à la fois d'un ensemble d'organisations, peut-être de réseaux qui sont concertés, mais c'est venu aussi plus largement d'associations qui, étant dépossédées de leur capacité d'action habituelle, ont fait appel à leurs bénéficiaires, à leurs bénévoles pour voir s'ils étaient dans le besoin et relayer les messages officiels. Et puis ça s'est fait aussi de manière très large, sur le terrain, par des initiatives isolées puis collectives, par des collectifs d'habitants. Et donc il y a eu un énorme travail, et je sais qu'à La Réunion ça a été identique, un énorme travail de solidarité qui s'est mis en place de manière spontanée. Et c'est sûr qu'il faut en tirer les enseignements et essayer aussi de faire en sorte qu'au-delà de la crise, cette solidarité ne soit pas perdue. Je peux faire encore une remarque, Jérôme? Oui, vas-y Patrick. Oui, moi je suis d'accord avec mes collègues. Là, en France, à La Réunion, on a beaucoup agi, mais ça n'a pas été relayé. Mais dans les autres pays, on a mis les bénévoles, les travailleurs sociaux, comme des key workers au même niveau que les infirmiers, infirmières, au même niveau que les pompiers, au même niveau que les policiers. Et voilà, peut-être on n'a pas manqué de reconnaissance, mais on n'a pas donné assez de reconnaissance. Et pour le combat que vous menez avec la Web TV, d'institutionnalisation, il faut des visages pour institutionnaliser une couverture médiatique. Donc la Web TV contribue, mais aussi les médias grand public. Ça peut être un petit peu comme on a mis quelques héros en avant, je pense qu'ils sont également très très importants. Enfin, c'est ce que nous venons tous de dire. Merci à tous. Du coup, c'est une belle transition pour passer à la deuxième thématique. On a donc vu que l'économie sociale et solidaire a toute sa place dans notre société d'un point de vue socio-économique et d'autant plus en situation de crise. Et rejoignons du coup la thématique qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui et à partir de ces réalisations, de ces innovations, de ces spécificités,
dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire pourrait être une source d'inspiration avec ses spécificités, ses atouts, ses freins, pour mettre en œuvre une transition de notre société de production, de consommation. Je passerai la parole à Philippe. Merci Jérôme. Je pense qu'un autre enseignement qu'on peut avoir à travers de la pandémie de Covid-19, c'est qu'on a vu que du jour au lendemain, une décision politique concertée au niveau de l'ensemble des États pouvait amener à des changements radicaux en matière de choix de rester chez soi et donc de confinement, et donc de choix d'arrêter notamment tout ce qui concerne les transports. Et on voit qu'en France et dans la plupart des pays, on a une diminution des gaz à effet de serre de 30%. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour la transition écologique et sociale, c'est-à-dire qu'à conditions exceptionnelles, une décision politique peut amener des changements exceptionnels. Je pense que l'ESS est en capacité, en matière de transition écologique et sociale, de prendre la mesure des enjeux. Les enjeux sont pluriels. On a à faire face à plusieurs insoutenabilités. La première, elle est sociale, c'est l'augmentation des inégalités. Tout le travail de Piketty et de son équipe montre cette croissance des inégalités sur le plan historique. Donc là, il y a des enjeux énormes sur lesquels l'ESS et les organisations de l'ESS sont armées pour répondre à cette levée de cette insoutenabilité. Il y a une deuxième, c'est celle qui est l'insoutenabilité environnementale, avec toute la nécessaire transformation de l'appareil économique et social autour de la protection de la biodiversité et autour de la réduction de gaz à effet de serre. Et il y a du chemin à faire, puisque là, les premières estimations sont tombées. Bien sûr, cette année, dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre vont diminuer. Je vous parlais de 30% de diminution, mais si on fait le calcul sur l'année entière avec les rattrapements qui auront lieu à la sortie de la pandémie, on est à une diminution seulement de 5%. Donc là encore, il y a énormément de travail à faire et un grand nombre d'organisations de l'ESS sont conscientes de ces enjeux, voire certaines sont spécialisées sur ces enjeux-là. Puis il y a une troisième insoutenabilité qui est aussi importante à prendre en compte et sur lesquelles les organisations de l'ESS sont selon moi armées, c'est la question de la démocratie, de la capacité de nos sociétés à se démocratiser, notamment la capacité de l'économie elle-même à se démocratiser. On voit bien qu'il y a une crise de confiance dans les institutions politiques et on a besoin d'avoir de nouvelles propositions, de nouvelles modalités d'enrichissement de cette démocratie. Alors, je pense que l'ESS, je l'ai dit, est relativement armée face à ces enjeux. Elle l'est armée historiquement par le mouvement associationniste qui s'est construit avec les sociétés de secours mutuels, avec pour les personnes qui étaient le plus dans le besoin. Et donc, il y a, sur la question sociale, il y a une vraie histoire, il y a une vraie connaissance, il y a une vraie maîtrise des pratiques et des innovations qui ont permis à l'économie sociale, puis l'économie sociale et solidaire de croître et de grandir. Il y a aussi la capacité de l'ESS à entendre des critiques qui sont venues des mouvements sociaux, des critiques sur la contestation par rapport aux questions en rapport avec le féminisme, en rapport avec le racisme, en rapport avec l'écologie. Donc, il y a tout un mouvement, ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, qui ont influencé une grande partie des actions et des perspectives ouvertes par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, sur le dernier point, la question démocratique, il y a beaucoup d'enjeux qui sont posés en termes de citoyenneté sociale, en termes de capacité à trouver de nouvelles modalités d'organiser ce qu'on appelle la gouvernance démocratique, cette capacité à faire société, à trouver un agir démocratique et délibératif. Et là encore, dans le champ de l'ESS, il y a non seulement c'est inscrit dans la loi, la dimension démocratique dans la loi 2014, mais il y a aussi tout un ensemble d'acteurs qui expérimentent de nouvelles façons de faire la délibération, de faire la prise de parole, de partager la décision et de les partager sur des collectifs larges. Donc oui, je pense que l'ESS est en mesure et en bonne position pour être un acteur clé de la transition économique et sociale, mais pour cela, elle ne doit pas se penser comme un secteur, elle ne doit pas se penser comme un bastion, mais elle doit plutôt se penser comme un carrefour à la croisée de ce qu'on peut nommer une économie plurielle, c'est-à-dire une économie qui est capable de marier les différentes logiques d'intégration
dont a montré l'existence Karl Polanyi, qui sont, comme je le rappelais tout à l'heure, la dimension marchande, mais aussi la dimension réciprocitaire, redistributive et tout ce qui concerne l'économie domestique. Voilà, donc oui, l'ESS est en position de le faire. Oui, si l'ESS est en position de partager, de cultiver des interactions avec l'ensemble des acteurs économiques qui constituent nos sociétés. Merci pour ces propos complets, Philippe. Daniel, tu souhaiterais réagir sur cette phase de transition? Oui, moi je partage bien les enjeux et les potentialités. Par contre, avant de revenir sur les forces de l'ESS, je voudrais revenir quand même sur les risques. Moi je pense que la crise n'ouvre pas une voie royale à l'ESS. Ça va être une voie compliquée et il faudra qu'effectivement l'ESS se structure, se batte, s'unisse, s'affirme, hein, comme on l'a déjà vu par Ambromédia. Hein. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette mobilisation des individus, hein, cette entraide individuelle et ces nouveaux comportements, ils ont été aussi des comportements médiatisés par les réseaux sociaux et les plateformes numériques. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans les relations interindividuelles, hein, qui font d'une certaine manière l'impasse, mais c'était l'urgence, hein, sur l'action organisée, l'action pérenne, hein, l'action collective qui prend des formes effectivement associatives, coopératives, mutualistes. C'est pour ça que je pense d'ailleurs d'une certaine manière qu'on n'a pas entendu beaucoup parler de ces formes organisées. Hein. On a mis beaucoup l'accent sur ces relations interindividuelles ou sur effectivement l'action de toute ce que certains vont appeler le capitalisme numérique. Hein. Et moi, ce que je crains d'une certaine manière, c'est que à la fois l'urgence et l'accent mis sur ce capitalisme numérique fasse qu'on reparte très très fortement, hein, compte tenu aussi de la situation des finances publiques, compte tenu aussi de l'état de la crise, hein, on parle de moins 8%, moins 10% du PIB, hein, sur en fait la valorisation de certaines structures qui paraissent fortes et crédibles aujourd'hui, hein, et qu'on sacrifie quand même beaucoup de petites structures de l'ESS, hein, celles qui seront appelées ou à disparaître ou à être absorbées par des conglomérats beaucoup plus importants. Hein. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de crises, beaucoup de risques, hein, beaucoup de menaces sur l'ESS quand même dans la crise. Hein. Je crois qu'il ne faut pas être trop… il faut être optimiste, volontariste, sans être trop naïf et trop idéaliste, je pense. Hein. On va être dans l'urgence. Or, l'ESS, elle se situe dans le long terme, dans une construction sociale qui se fait sur le long terme, hein, et qui, d'une certaine manière, peut avoir une certaine résilience à long terme, hein, mais qui nécessite quand même du temps. Hein. Le deuxième élément qui me paraît aussi peut-être à risque, c'est qu'on a vu la valorisation, et d'une certaine manière, c'est très favorable, hein, la valorisation de l'engagement social des entreprises. Des grandes entreprises qui mettent à disposition gratuitement des hôpitaux, toute une série une partie de l'appareil productif, etc. Hein. Ce qui rejoint les idées des entreprises à mission, des entreprises d'intérêt général, la loi Pacte globalement. Hein. Ce qui pourrait effectivement reléguer, hein, les structures de l'ESS dans des marges, comme souvent elle est reléguée quand même dans l'histoire. Hein. Et on peut avoir aussi des nouveaux partenariats privé-public ou public-privé, hein, ou des entreprises qui utilisent cette nouvelle notoriété pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Donc voilà, moi je pense que l'avenir n'est pas quand même un long fleuve tranquille pour l'économie sociale et solidaire. Alors par contre, effectivement, elle a des forces. Hein. Elle a un certain nombre de forces. D'abord, on l'a vu, hein, elle a la force de l'action collective. Ça c'est clair, hein, de l'action collective. Et je crois qu'à la sortie de ce confinement, on ne se satisfera pas simplement de relations interindividuelles. Hein. On aura besoin de relations sociales structurées, organisées. Hein. Ça, je pense que ça, c'est un des éléments importants. Elle a, on l'a vu tout à l'heure aussi, la force de prôner la valeur d'usage, hein, au-delà de la valeur d'échange. Je crois que ça, c'est important. Hein. Je crois qu'on est quand même là, on le voit par rapport à la question précédente. Hein. On est dans la valorisation de la valeur d'usage. Et là, c'est là où il faudra jouer vraiment finement, mais fortement. Hein. Elle peut proposer un mode de développement plus durable. Et là, je rejoins ce qu'a dit Philippe. Hein.
on est dans une optique d'un développement plus durable, hein, à la fois parce qu'on est dans la croissance lente et équilibrée quand on regarde, même on a eu des éléments, des comparaisons de chiffre d'affaires, hein, même des grandes entreprises de l'ESS. Hein, on n'est pas dans des croissances cycliques, on est des croissances beaucoup plus lentes, hein, donc beaucoup plus équilibrées. On connaît très peu, hein, de grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire, si je fais abstraction des filiales, hein, parce que les filiales sont lucratives en d'autres logiques, hein, qui sont dans des logiques de croissance accélérée. Même si on va nous dire qu'il faut accélérer la croissance pour rattraper, hein, on va être dans une logique de rattrapage. Il va falloir qu'on arrive à freiner, hein, cette logique de rattrapage. C'est une économie sociale ou solidaire qui est redistributive aussi, et ça c'est qui est très important, hein, à la fois en interne et en externe. Hein. On voit le côté externe aujourd'hui, hein, par les secours, par la distribution de colis, d'aide alimentaire, etc. Mais il y a aussi de la redistribution interne. Hein. Et puis, on est aussi dans les nouvelles relations d'échange, hein, l'échange plus réciproque, plus équitable, ça c'est aussi très important. On est dans la consommation responsable. Donc effectivement, l'ESS, en alliant toutes ces dimensions, hein, peut effectivement présenter, hein, un nouveau mode de développement qui soit plus durable, hein, plus responsable et plus solidaire. Hein. Ça c'est clair. Mais il ne faut pas, hein, omettre effectivement tous les risques auxquels, hein, son développement va être confronté, hein, que ce soit à court terme avec la disparition de toute une série, ou la difficulté en tout cas de toute une série de petites structures, qu'elles soient associatives ou coopératives. Chez nous, par exemple, on a énormément de cafés qui se sont créés dans les quartiers, dans toutes sortes de quartiers, des cafés associatifs ou coopératifs, qui effectivement font à la fois du lien social, de la restauration, qui accueillent des activités culturelles, etc. etc. Celles-là, je pense, je crains qu'elles sont les premières menacées si les habitants, les citoyens ne se mobilisent pas pour les défendre. Elles vont avoir beaucoup de peine à retrouver des financements publics. On ne parle pas beaucoup, hein, à part les quelques plans qui sont faits autour du commissariat à l'économie sociale et solidaire. On ne voit pas beaucoup de grands plans, hein, pour soutenir et pour redévelopper, hein, tout ce tissu, hein, local qui restera indispensable. Hein. On nous dit bien de toute façon que la crise ne va pas s'arrêter demain. Ça restera totalement indispensable, mais il va falloir que tout le monde se mobilise pour les défendre. Merci Daniel pour ces compléments. Frédéric, je souhaiterais prendre la parole. Oui, merci Jérôme. Bien sûr, je rejoins tout ce qui a été dit et c'est vrai qu'on présente souvent l'économie sociale et solidaire comme ayant beaucoup d'atouts. Mais c'est vrai que les atouts qu'on présente sont souvent liés à la dimension un petit peu entreprise, organisationnelle, et les logiques qui sous-tendent derrière. En prenant du recul, je me dis qu'en regardant à travers l'histoire, que ce soit sur le continent ou à La Réunion, on a quand même une logique d'adaptation, de transformation de l'ESS qui s'est adaptée à différents milieux, que ce soit des enjeux liés aux révolutions industrielles, liés au milieu ouvrier aussi, mais liés aussi à La Réunion avec une dimension sociale très marquée. Et l'économie sociale, c'est toujours un peu adapté aux défis de son environnement. Donc, elle a des atouts, c'est clair. Et du coup, le risque, je rejoins un peu Daniel là-dessus, c'est que c'est de le focaliser aussi et de croire que l'économie sociale est en capacité, en restant dans sa même posture entreprise, de pouvoir changer d'échelle. Et du coup, pour moi, j'ai tendance à associer la dimension transition à la notion de changement d'échelle, mais à la notion aussi, pour rejoindre le premier propos, sur les réseaux. Parce que cette dimension-là permet réellement de créer des synergies et on sent que les acteurs en réseau, c'est eux qui vont pouvoir peut-être travailler sur la relocalisation de certaines économies, qui vont travailler aussi sur une forme d'implication des générations futures, qui vont redonner un nouvel axe au-delà des entreprises de mission à considérer l'entreprise comme un outil de développement humain et social. Et permettre justement de traverser et de se positionner dans une autre dimension pour la suite. Donc voilà, j'ai tendance à dire il y a une logique d'adaptation, mais il y a une logique aussi de changement de dimension. Voilà. Merci pour ces compléments, Frédéric. Patrick, je sais que le terme transition est un terme qui est important pour toi et qui te tient à cœur. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager ta vision ? En enlevant le micro, ce sera…
ce sera mieux. Je vais poursuivre, c'est ce que disait Frédéric. C'est la possibilité, s'il y a une transition vers un changement majeur, de changer d'échelle, puisqu'on peut avoir, bon, Daniel a parlé, effectivement, il faut sauver l'existant, le renforcer, l'adapter, comme l'a dit Frédéric, mais également le développer. La crise, c'était quelque chose qui nous a bouleversés et déstabilisés pour notre génération. On n'avait jamais connu quelque chose comme ça, mais sur le plan à la fois théorique, mais surtout pratique, ce changement, ça crée des nouvelles possibilités. C'est la possibilité, donc il y a un côté dramatique, mais on était dans un état stable auparavant, on reviendra dans un état stable d'ici 1 ou 2 ans, et dans l'entre-deux, il y a des nouvelles possibilités qui n'existaient pas auparavant, ce qu'a mentionné Philippe dans son premier propos là, à l'instant. Et donc, pour moi, même si on a besoin de temps, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on va être dans ce qu'on appelle en humanitaire le passage de l'urgence à la post-urgence, avant que les choses se restabilisent et qu'on redevienne business as usual et éventuellement qu'on reprenne les habitudes antérieures. Donc, c'est dramatique, mais en même temps, il y a une opportunité de créer des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques et peut-être une nouvelle culture. Donc, moi, par rapport à ce que disait Frédéric, pour les changements d'échelle, il y a les réseaux. Je pense qu'il y a aussi la possibilité de changer un peu, donc on peut bien être un petit peu ambitieux, la culture, la société, en travaillant au plus près du terrain avec la population. Et on sait que voilà, il y a un noyau dur de l'ESS qui sera toujours là, sur qui on pourra toujours compter, mais je pense qu'il faut étendre. Je crois que c'est Philippe qui a dit qu'il ne fallait pas uniquement penser l'ESS en tant que secteur, Daniel en tant qu'organisation, et il y a aussi des éléments domestiques et informels sur lesquels on peut capitaliser. Donc bien évidemment, on peut essayer, puisque la donne est un peu différente, d'embarquer les entreprises, comme on a essayé de le faire dans le domaine de l'écologie, pour qu'elles intègrent, elles ne vont pas devenir solidaires par but principal, mais pour éventuellement faire un but secondaire, parce qu'on a changé d'époque. Les pouvoirs publics qui peuvent changer un petit peu de cap, et comme l'a dit Philippe, c'est possibilité pour l'ESS de montrer la bonne voie au pouvoir public, mais aussi et surtout, c'est mon principal point, de travailler sur une population qui n'était pas sensible à la solidarité, qui l'a été pendant la crise et qui, si on ne lui ouvre pas les portes de l'ESS, d'une pratique solidaire, reviendra sur d'autres préoccupations. C'est les théories de l'engagement, ils ont pu goûter à certaines solidarités en aidant leurs voisins, en participant à des choses. Même quand les gens se mettent dehors devant chez eux pour remercier, c'est des formes, il y a aussi une solidarité dans la reconnaissance. Et à partir de là, je pense que c'est très important pour l'ESS de j'espère que je ne vais pas choquer, mais de se décloisonner et de s'ouvrir à des gens, parce que prêcher des convaincus, on va rester toujours dans l'entre-soi et amener des gens qui n'étaient pas dans la solidarité. Et c'est quelque chose en France qui me marque toujours. Beaucoup de gens me disent j'aimerais faire quelque chose, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas à quelle porte frapper. Et c'est quelque chose, je vais évoquer aussi, parce que c'est dans la comparaison, hein, tout n'est pas plus rose là-bas, mais dans les pays anglo-saxons, ils ont des organisations intermédiaires. C'est-à-dire, si vous avez envie d'être bénévole, vous allez taper à une organisation de bénévolat qui fera le lien entre l'offre et la demande, entre le disponible et le besoin. Et je trouve qu'il nous manque un petit peu ça. Et les petites associations qui sont très près du terrain, dans les quartiers, etc., devraient ouvrir le porte ou devraient peut-être faire des campagnes de recrutement de bénévoles parce qu'il y a un terreau fertile et ça permettra d'emmener un ensemble de populations plus large et qui pourra faire un socle, une société civile plus solidaire pour après développer des choses plus organisées, comme le disait Daniel. Merci, merci beaucoup Patrick. Au regard de ce que vous venez de dire, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est une certaine humilité finalement de l'économie sociale et solidaire. C'est de se dire peut-être qu'il faut se changer soi avant de changer, essayer de changer un peu les autres et la société. Et en vous écoutant, j'ai cette notion où, oui, on va s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire pour faire évoluer un modèle socio-économique. On rentrera dans un instant un peu plus précisément dans ce qu'on entend par le terme modèle. Mais
l'ESS va permettre une certaine évolution, certains changements, mais l'ESS devra en même temps se changer et évoluer. Du coup, donc, c'est une entrée qui relève pour moi de l'humilité et qui est très importante, puisque quand on parle de transition, on parle bien évidemment des apports, des atouts de l'économie sociale et solidaire, mais on parle également, comme l'a dit Frédéric et également Patrick, on parle de processus. Et le processus, c'est le schéma d'action qui va permettre un changement sur le territoire, mais c'est également le processus qui va aussi permettre à l'économie sociale et solidaire d'évoluer. Et concrètement, que cela soit par des actions ou par peut-être une évolution de la pensée, comment percevez-vous cette évolution ou les évolutions qui permettraient à l'économie sociale et solidaire d'intervenir dans le cadre de cette post-urgence ou dans le cadre de cette post-crise? Quels sont les changements qui seront nécessaires dans l'ESS? Je ne vais pas te laisser sans réponse, Jérôme. On a donné, je crois, tous les quatre des approches complémentaires avec les réseaux, les organisations. Pour Philippe, une approche différente. Pour moi, j'ai envie d'ouverture à ce stade-là. On a travaillé, parce qu'on en a parlé, puis on a écrit dessus les uns les autres, sur des effets de réseau, c'est-à-dire des forces d'acteurs engagés. Donc évidemment, on est tous et on restera militants, mais je crois qu'on doit les travailler un petit peu comme pour l'écologie, où finalement, c'est les maillons faibles, les moins écolos on va essayer de convaincre. Là, c'est des gens qui ne sont pas dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est l'idée vraiment de diffuser de façon plus large au sein de la société, ce qui veut dire évidemment de s'appuyer sur les organisations, mais également, ça a été dit au début des présentations, sur les liens sociaux, avoir une vision plus sociale et culturelle de la solidarité, à mon avis. Merci Patrick. Une autre question qui me vient à l'esprit, c'est dans cette période de confinement, de distanciation sociale, est-ce que nous devrions repenser finalement le collectif et les actions collectives par le futur? Oui, Daniel? Le collectif, il se repense déjà depuis un bout de temps, hein, parce que moi qui suis dans le milieu depuis quand même très longtemps, j'ai vu des très très gros changements, hein. Et notamment, on le voit par exemple à travers un type de structure qui sont les coopératives d'activité et d'emploi. Moi, quand j'ai commencé dans l'économie sociale et solidaire, quand on parlait des SCOP, puisque j'ai commencé avec le renouveau des SCOP à la fin des années 70, la SCOP, c'était vraiment la SCOP militante de travail associé, où vraiment l'action collective était importante, hein, et le militantisme, je dirais, sociétal était important. Aujourd'hui, et donc, moi, je suis frappée hein, quand je discute notamment avec pas mal de jeunes, c'est que à mon époque, enfin quand j'ai commencé, on va dire ça comme ça, parce que l'époque est toujours la même, on discutait de l'action collective et du lien avec les transformations sociétales. Aujourd'hui, on a élargi le spectre, hein, et on parle du changement des comportements individuels. Parfois, d'ailleurs, on saute directement des changements des comportements individuels à la transformation sociétale, en pensant que bon, si on change nos comportements, si tous les individus changent leur comportement, la société va changer. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai, hein. Et parfois, on saute effectivement les corps intermédiaires, les organisations intermédiaires dont tu parlais, Patrick, hein. Mais donc aujourd'hui, on a une autre logique entre l'individuel, le collectif et le sociétal, hein. Et je crois que c'est ça qui peut permettre à l'économie sociale et solidaire d'élargir sa base et de répondre sous des formes diverses, hein. Philippe, tu en as parlé tout à l'heure sur les formes de démocratie, de gouvernance, hein, comment on a des formes de gouvernance, de démocratie représentative, qui était le modèle traditionnel de l'ESS, qui maintenant s'ouvre à des formes beaucoup plus participatives de démocratie directe, qui se cherchent d'ailleurs, hein, et qui parfois créent des débats, hein, entre les anciennes organisations et les nouvelles, hein. Ce n'est pas toujours facile, la cohabitation n'est pas toujours facile. C'est aussi par la confrontation, hein, qu'émergent les nouvelles postures, hein. Mais je crois qu'on est vraiment dans une période où tout ça est en grande ébullition, hein. Et là, la crise, je pense, ne va pas arrêter cette ébullition, hein, parce que c'est à la fois des confrontations de modèles et en même temps, je pense, la recherche d'un sens commun, hein, d'une direction commune, hein.
Et là, je crois que l'ESS peut trouver les moyens aussi d'élargir sa base, hein, en développant des organisations, je dirais, à échelle variable, hein, à géométrie variable, alors qu'on avait des modèles relativement simples. Hein, je dirais dans les années 70, c'était l'association locale qui se fédérait au niveau régional, national, etc. Et puis la nationale recréait des associations locales, etc. Le schéma était, bon, je simplifie bien sûr, hein, je caricature, mais le schéma était relativement simple. Aujourd'hui, il est beaucoup plus complexe, il est plus horizontal, mais il ne fera pas l'économie non plus de la verticalité. Il va falloir trouver des nouvelles formes de verticalité qui permettent une diffusion qui ne se fera pas simplement par la diffusion par la preuve ou la diffusion par l'exemple, hein, qui est quand même un des fondements de l'ESS. Hein. On diffuse par l'exemple parce qu'on est bien, donc on pense que tout le monde va vouloir être bien comme nous. Hein. Ben, ce n'est pas forcément comme ça que ça se fait aussi facilement. Hein. Voilà. Mais je crois qu'on est dans cette période et peut-être que la crise va accentuer, hein, cette ébullition et ce questionnement. Et je pense que ça c'est une bonne chose pour ce que tu as bien montré, que le fait que l'ESS va elle-même changer. Hein. Ce ne sera pas la même ESS qu'on va trouver dans 2 ans que celle qu'on a trouvée il y a 2 ans. Merci Daniel. Philippe, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Daniel, parce que ça me semble important. Finalement, la question du collectif ou de la solidarité, il faut que l'ESS soit capable de la penser à 3 niveaux. Alors, le niveau de base sur lequel elle a la plus longue expérience, c'est réunir les individus dans des collectifs organisés, tels que les coopératives, les associations, les mutuelles, etc. Mais il y a aussi un autre élément sur lequel l'ESS a une expérience et peut-être qu'elle doit encore plus développer, c'est celle que disait Daniel à l'instant, celle des CAE, c'est-à-dire des projets individuels qui rejoignent un collectif et trouvent une dimension nouvelle dans cette mise en relation. Donc les individus entre eux, les individus et les organisations. Et puis le 3e niveau qui me semble important et que la crise on démontre bien l'importance, c'est la collaboration entre les organisations. Tout à l'heure, Frédéric parlait de Casasos, cette capacité d'un certain nombre d'organisations de s'organiser entre elles et de rester ouvertes à des associations isolées ou des collectifs isolés. Ça, c'est déterminant pendant la crise qu'on vit aujourd'hui, mais ça sera déterminant demain dans la capacité, à ce que je disais tout à l'heure, à l'ESS, à être un carrefour et ne pas être un secteur ou un bastion. Oui, merci Philippe pour ton intervention. Et du coup, la transition est faite vers la troisième thématique, la 3e question. C'est, on a parlé de la preuve ou de l'exemple, du coup, et on a parlé beaucoup également de nouveaux modèles et de modèles. Et au regard de ce qui a été dit, des termes ont été utilisés comme réciprocité, solidarité, proximité, qui sont des atouts de l'économie sociale et solidaire. Et bien évidemment, juste après la crise et juste après ces phénomènes, je pense que l'économie sociale et solidaire redonne toutes ces lettres de noblesse à différents niveaux et à différents degrés, également à ces termes et à ces concepts. Donc, repositionner ces termes et ces concepts dans des nouveaux modèles et bien d'ouverture. Mais nous savons tous que l'économie sociale et solidaire fait partie intégrante du territoire et également de l'économie, et qu'elle est amenée finalement à interagir avec les politiques à tous les niveaux, avec les institutions, qu'elle a amené également à interagir avec les autres formes d'entreprises, marchandes, non marchandes, capitalistes, libérales. Et quand je vous entends du coup dire que l'ESS doit changer, doit créer, avec les citoyens également, il ne faut absolument pas oublier les citoyens dans tout cela. Et du coup, quand je vous entends, quand je vous écoute, nous parler d'ouverture, de repositionnement de l'économie sociale et solidaire à travers ses valeurs et ses vertus dans de nouveaux modèles. Du coup, je questionne ces nouveaux modèles. Quelles sont les interactions, les nouvelles interactions avec les citoyens? Quelles sont les nouvelles interactions avec les entreprises et toutes les catégories d'entreprises? Quelles sont les nouvelles interactions avec les politiques et les politiques publiques? Du coup, de manière à créer cette société un peu plus juste, un peu plus équitable, un peu mieux, du coup, régulée, selon vous? Quels sont ces nouveaux modèles inspirants? Frédéric, peut-être? Ok, je me lance. Alors,
La question que tu poses, en fait, fait écho pour moi à plusieurs choses. Donc déjà la période. On est dans une période où c'est vrai qui est propice, en tout cas, à des projets novateurs pour l'économie sociale et solidaire. On a historiquement une culture de l'innovation sociale, entre guillemets, dans le champ. Et ce laboratoire d'innovation que peut être l'économie sociale, on le voit déjà depuis plusieurs décennies. Donc, il y a plein de choses qui se font, que ce soit dans le domaine des coopératives, des filières, des circuits courts qui ont repris voilà, une place incroyable durant cette période. La culture du lien social, voilà, surtout dans les territoires éloignés, on pense au milieu rural et autres. Toute la dynamique d'insertion qui se repositionnée, comme on le voit à La Réunion, sur plusieurs entreprises d'insertion et d'ateliers sur la production de masques pour justement répondre à la demande. On voit que les coopératives d'activité d'emploi sont aussi positionnées avec l'association de plusieurs entrepreneurs salariés sur le sujet. Sur la dimension alimentaire, on voit aussi des démarches qui sont comme des épiceries sociales ambulantes. Vous voyez, donc il y a une espèce de foisonnement qui me fait penser que l'économie sociale est toujours un laboratoire d'innovation, sauf qu'elle reste sur des échelles qui sont voilà, isolées et pas du tout dans un écosystème favorable pour le mettre en valeur. On a aussi des bonnes pratiques, mais on se rend compte que les plateformes de bonnes pratiques ne sont pas du tout mises en avant aujourd'hui entre des professionnels, des bénévoles de différents secteurs qu'on peut retrouver dans l'économie sociale, que ce soit dans le sanitaire, dans le handicap ou dans le grand âge. Il y a énormément de choses qui se font et on se dit, avec ce qui se passe, c'est que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ont joué un rôle quand même assez marqué durant cette période. Et je me dis que les nouvelles technologies doivent aussi être rendues accessibles à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir justement combiner voilà, des innovations à la fois sociales et technologiques et favoriser justement ces nouvelles collaborations, ces coopérations, notamment avec ce que Daniel tout à l'heure disait sur les entreprises de l'ESS et celles qui ont des raisons d'être qui s'approchent aussi fortement de dynamique de l'ESS. Et il y a des synergies à trouver au-delà des entreprises de l'ESS. Donc, on le voit sur l'agroalimentaire, il y a des circuits courts économiques et solidaires qui se montent aussi un peu partout, qui existent déjà sur un certain nombre de territoires métropolitains, et qu'il y a des enjeux à relocaliser les activités économiques en repensant, si vous voulez, en tirant le meilleur des innovations de l'ESS. Voilà. Je te laisse. Je te redonne la parole. Frédéric. Patrick, tu veux la parole? Ah, avec le micro, s'il te plaît. Juste pour continuer ce que dit Frédéric, donc effectivement, il y a un foisonnement, il n'y a pas un modèle, mais c'est un non-modèle, une diversité, une innovation, une liberté. Et pour ma part, je reviendrai à nouveau sur des innovations qui peuvent permettre de mobiliser les citoyens, la population très largement à devenir acteurs. Donc il y a une dimension politique et souvent on a redécouvert là, avec le 1 km autour de chez nous la proximité, le local sur lequel existent des solidarités interpersonnelles comme dans les sociétés traditionnelles. Donc c'est là où je souhaitais partager un petit élément d'écran. Je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que vous voyez mon écran, Jérôme, là? Donc, ça… Oui, c'est bien, on voit, oui. On voit bien? Donc, oui. Ça, c'est dans un périmètre, je vois vu de nez, ça doit faire 1 km². C'est une application qui a été développée, qui existait déjà, mais redéveloppée pendant la crise du Covid par les structures NHS en Angleterre, donc de sécurité sociale, et puis Royal Volunteering Service, qui est une ONG de longue date. Et en fait, c'est une application qui permet de voir, donc le petit point bleu, c'est la personne qui m'a communiqué la capture d'écran. Et tout autour de lui, c'est des gens qui sont prêts à aider. Donc, ils ne sont pas dans des organisations, ils ne sont pas référencés, mais ils ont dit, moi, je peux aider à faire des courses, moi, je peux se transporter des malades à l'hôpital, etc. Donc, il y a cette proximité. Donc, on utilise les technologies, comme l'avait mentionné Fred. Et c'est à la fois très local, puisqu'on voit que c'est un périmètre d'1 km², mais c'est 2 millions d'inscrits suite à la crise en quasiment une semaine. Donc, les changements d'échelle peuvent se faire aussi avec une implication
pas forcément professionnalisés, mais de gens de tout âge, de toute qualification, qui peuvent comme ça participer à des formes de solidarité qui sont directes, comme dans les sociétés traditionnelles. On pourrait retrouver ça un petit peu au milieu de notre modernité ou de notre postmodernité. J'arrête le partage d'écran. Merci Patrick. Philippe, je sais que tu es également sensible à des modèles ou à des dynamiques qui sont développés au niveau international, en Amérique du Sud notamment. Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration, des modèles inspirants sur lesquels on pourrait s'appuyer à ces niveaux-là? Oui, j'ai pas mal travaillé avec des collègues du Brésil. Donc, mes collègues du Brésil m'ont amené à envisager différemment l'économie solidaire, puisque là-bas, ils parlent d'économie populaire, ils parlent même d'économie populaire et solidaire, alors que nous, on dit sociale et solidaire. Donc, c'est des enjeux un peu différents qui sont posés, et c'est toujours utile, je pense, pour la pensée et pour l'action de se décentrer de son territoire culturel et d'aller voir ailleurs ce qui s'est fait. Moi, le dialogue que j'ai entretenu avec mes collègues brésiliens a pas mal tourné autour de la question des communs. Alors, les communs, c'est un concept, selon moi, qui est très important pour l'économie solidaire et l'économie sociale et solidaire au sens le plus large. C'est un concept qui a été construit par Elinor Ostrom, c'est une économiste, socio-économiste, qui a eu le premier prix Nobel pour une femme en 2009 et qui a montré qu'entre les biens publics et les biens privés, il y avait un espace pour d'autres types de ressources partagées qu'elle a nommées les communs et sur lesquels elle a montré, en s'opposant aux économistes qui l'avaient précédé, qu'il n'y avait pas de tragédie des communs, mais qu'il y avait par contre une tragédie des non-communs. Elle montre que la préservation des ressources, elle a travaillé sur des puits d'eau, sur des pêcheries, sur des systèmes d'irrigation, sur des forêts. Elle a montré que finalement, les communs qu'on appelait ensuite les communs naturels étaient mieux protégés par des communautés organisées qui les exploitaient que par la marchandisation ou la privatisation de ces communs ou par la capacité des États qui est toujours limitée d'encadrer légalement la préservation des biens communs. Donc ce travail-là me semble particulièrement inspirant parce qu'il ne s'est pas réduit à la question des communs naturels, des espaces naturels, mais Elinor Ostrom elle-même l'a porté jusqu'au champ du numérique. Elle a défini ce qu'on appelle les communs numériques. Elle a rejoint là tout un courant d'action militante qui s'est construite autour des logiciels libres. Donc, les communs numériques sont ouverts à ce qu'on appelait les nouveaux communs, dont les communs numériques. Et je pense que là, il y a des modèles assez inspirants. Moi, je travaille actuellement sur un projet de recherche qui s'appelle TAPAS, c'est une plateforme alternative où on réfléchit on accompagne en travail de connaissance sur des plateformes numériques d'un type nouveau, des plateformes numériques solidaires, qui s'inspirent de ce modèle des communs, qui essayent de trouver de nouvelles voies pour penser la dimension numérique de nos sociétés. Parce que là, l'un des grands gagnants sans doute de la pandémie, dans la post-crise, ça risque d'être ce qu'on a vu pendant cette crise, c'est un certain nombre d'acteurs qui sont positionnés sur le numérique, les GAFA notamment, qui risquent de tirer le meilleur parti de la crise que nous vivons. Il est important pour l'ESS d'investir cet espace-là, cet espace numérique, de l'investir différemment. Alors, différemment, et c'est l'idée de sortir de ce que Éloi Laurent appelle l'impasse collaborative, c'est-à-dire la captation de cet espace, des communs, l'économie du partage par un certain nombre d'acteurs marchands avec des moyens très puissants qui ont, de certaine manière, privatisé cette économie collaborative. Et donc, réfléchir à d'autres économies qui soient capables de prendre en charge le numérique de manière différente, il y a un certain nombre de mouvements sur le plan international qui sont construits. Il y en a un qu'on appelle le coopérativisme de plateforme, qui essaie de marier toute la tradition d'économie sociale, de coopérative, avec l'idée que ces plateformes numériques pourraient être gérées collectivement et non plus la propriété de quelques organismes marchands tout-puissants sur la planète. Donc ça, c'est une piste très intéressante à creuser, hein, le croisement entre le mouvement coopératif et le mouvement numérique, pour essayer de retrouver la capacité des communautés, des bénéficiaires, des utilisateurs de reprendre le contrôle sur ces monopoles. Et puis, une autre dimension sur laquelle je travaille
donc sur le projet qui est piloté par Corinne Verchères-Chaptal à Paris 13. C'est l'idée de réfléchir à des nouvelles formes de plateformes qui essayent de concilier tout à la fois l'enjeu numérique, l'enjeu des communs et l'enjeu d'une inscription dans le territoire local. Tout à l'heure, Frédéric Annette posait la question, qui est très pertinente, celle du changement d'échelle, et il le mettait en lien avec la mise en réseau. Je pense qu'il y a vraiment des solutions à trouver. Il y a des plateformes qui commencent à le faire, notamment des plateformes qui appartiennent à un collectif qui s'appelle Plateforme en commun, qui est un groupe de réflexion et d'action qui est conduit par la coopérative des communs en France. Et dans ces acteurs rassemblés dans la plateforme en commun, on a des acteurs qui participent de ce pas de côté, qui essayent de voir comment le numérique, le solidaire, les communs et l'action de terrain peuvent se combiner de manière repensée, réactualisée. Et là, il y a des choses très intéressantes sur la question de la propriété des données, sur la question des nouvelles licences pour protéger ce type d'initiative, sur la question de la taille, est-ce qu'il faut grandir ou est-ce qu'il faut refuser de grandir, mais trouver des formes en réseau qui soient efficaces pour la coordination, et comment aussi on maintient le numérique, un numérique, non pas un numérique normalisateur, formateur, mais un numérique qui est capable de préserver la richesse des organisations de terrain et leur mode opératoire, et trouver un numérique qui fasse du lien entre ces communautés sans les écraser. Donc là, il y a des initiatives intéressantes que je peux citer. Donc, on suit des opérateurs comme CopCycle, qui est une coopérative de livreurs à vélo, les oiseaux de passage, qui propose un autre mode de plateforme pour ce qu'il appelle l'hospitalité en matière de plateforme de tourisme, pour Mobicop, France Barter, Pharmasoft, autant d'acteurs soit coopératifs associatifs qui participent de ce bas de côté, qui essayent d'inventer une autre façon de penser le numérique. Et donc, voilà, pour moi, tout ça, ce sont des modèles inspirants qui sont portés par l'économie sociale et solidaire et qui participent d'une capacité de réinventer le monde et de le transformer. Merci, merci Philippe. Daniel, je sais que tu portes beaucoup d'attention et tu as écrit un certain nombre d'articles au sujet de l'ESS et son caractère, son intervention au niveau de l'institutionnalisation. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager du coup, ton expérience, tes recherches, tes conclusions là-dessus? Alors, il y a deux choses. Peut-être avant de parler de ça, je voudrais quand même prolonger ce qui a été dit sur le lien entre économie coopérative et économie collaborative, d'une certaine manière, pour remettre l'accent aussi sur les nouvelles formes d'intercoopération. Moi, ça me paraît très important, ça, parce qu'on a beaucoup parlé de réseau jusqu'à présent. Et on voit quand même des expériences tout à fait intéressantes à travers les nouveaux modes d'échange. Alors, je vais juste en lister quelques-uns. Il y en a certains que vous avez déjà à La Réunion, et puis il y a d'autres qui ne sont pas encore complètement développés. Mais quand on voit, bon, c'est parti du commerce équitable, hein, c'est l'idée d'avoir des échanges qui dépassent l'échange marchand, hein, qui soient plus réciproques. On voit la naissance de la référence à la réciprocité, hein, avec tous les réseaux d'échange ou les systèmes d'échange locaux, hein, où là, ils échappent à la monnaie légale. Hein. Mais il y a aussi maintenant des nouveaux systèmes d'échange professionnels. Hein. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une nouvelle monnaie et qui sera très utile par rapport à la crise pour tous les entrepreneurs individuels, hein, qui s'appelle Trésor Zéro, hein, qui évite l'avance de trésorerie dans les échanges, hein, et qui va aider les entrepreneurs individuels à se maintenir, hein, à un moment où leur trésorerie sera très basse. Hein. Donc là, vraiment, on voit des nouvelles formes qui sont intéressantes. Puis bien sûr, il y a la question des monnaies locales. Hein, et dans l'optique de relocaliser l'économie, ça sera un support, hein, aussi intéressant. Et puis, dans les formes d'intercoopération, il y a aussi toutes les nouvelles formes de mutualisation. Alors, vous avez parlé de la plateforme, hein, chez vous, mais il y a aussi toutes les formes d'intercoopération avec les pôles territoriaux de coopération économique, hein, qui sont, alors, parfois par filière, hein, mais aussi par territoire. Et donc, je crois que ça va être des leviers de transition qui seront importants pour structurer cette mise en réseau entre organisations de l'économie sociale et avec les autres entreprises. Donc, je crois qu'il ne faut pas les oublier dans notre réflexion. Il y a les pôles de développement de l'ESS en Bretagne, il y a le pôle Sud-Aquitaine qui est vraiment un pôle qui
fait de la coopération territoriale le mode de développement du territoire. Donc là, je crois qu'il y a des pistes de travail, de réflexion, d'échange qui sont tout à fait importantes. Alors, par rapport à l'institutionnalisation, hein, c'est une double idée. Hein. C'est l'idée, d'une part, que l'ESS est bien une construction sociale. Hein. Ce n'est pas simplement un ensemble d'entreprises, de règles, de valeurs, etc. etc. Hein. C'est bien une construction sociale qui se construit bien sûr à partir de valeurs, hein, et de finalités, hein, mais qui aussi change le système de règles et de normes. Et je crois qu'on est bien dans une période où les normes sont quand même très interrogées. Hein. Pas simplement les normes sanitaires, on est complètement en plein dedans, hein, avec les débats entre spécialistes, médecins, virologues, épidémiologistes, etc. Hein, mais aussi, hein, les normes sociales. Hein. Nos normes de vie sociale vont être interrogées. Hein, et je pense que prendre effectivement l'économie sociale, hein, sur une base institutionnaliste, hein, voir que c'est une institution qui est à la fois prise dans des relations institutionnelles, hein, mais qui elle-même peut produire ses propres normes, ses propres règles, hein, en fonction d'un certain nombre de valeurs et de finalités. Hein. Je crois que ça donne effectivement une autre perspective à l'économie sociale et solidaire, et une autre force. Hein. C'est pour ça que je pense qu'un des éléments aussi de la transition, un des leviers de la transition, c'est la reconstruction d'une doctrine de l'ESS. Et je dis bien d'une doctrine, pas d'une théorie. Hein. Il y a beaucoup de théoriciens qui cherchent à théoriser l'économie sociale et solidaire. Mais la doctrine, pour moi, ce n'est pas une théorie. Hein. Une doctrine, ce n'est pas forcément très scientifique. Hein. Ça peut être très intuitif. Hein. Ça peut être manipulateur aussi, hein, il faut le savoir. Hein. Mais c'est très important parce que c'est mobilisateur. Et à toutes les périodes de crise, quand on regarde toutes les crises où l'ESS a rebondi sur la crise, c'est qu'il y a eu des penseurs. Alors, les penseurs, ça pouvait être des théoriciens, ça pouvait être des acteurs, hein, ça pouvait être des acteurs théoriciens. Hein. C'est un doux complexe, un doux mélange, hein, une hybridation en fait, hein, de pratiques. Hein. Et il y a chaque fois eu des nouvelles doctrines qui ont porté le nouvel élan de l'économie sociale et solidaire. Donc moi, je suis très attachée, hein, à ce que cette relation entre acteurs et chercheurs que vous établissez d'une certaine manière, hein, elle puisse aboutir à ce qu'il y ait une nouvelle parole de l'ESS, hein, qui soit mobilisatrice. Hein. On parlait de l'idée, hein, d'élargir la base de l'ESS, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font finalement sans le dire, sans le savoir. Hein. Je crois que c'est un élément qui est important pour l'avenir de l'ESS. Hein. C'est qu'à l'issue de cette crise, hein, s'élabore collectivement, hein, une nouvelle doctrine qui porte l'ESS vers son avenir. Merci Daniel, je trouve très intéressant ce que tu viens de dire parce que nous sommes passés de la preuve par l'exemple à la preuve par la pensée. Du coup, et on se rend compte que l'institutionnalisation de l'ESS passe bien évidemment par l'exemple et par toutes les initiatives qui sont mises en œuvre et qui doivent être source d'inspiration, mais également par la création de théories, de doctrines, comme tu le disais, et du coup également par la pensée et par la recherche, du coup. C'est une bonne transition pour notre dernière thématique. Et là, je pense que je vais interroger Frédéric en premier, puisqu'il a soutenu une thèse sur ces processus. Au regard de ce que vous venez tous de dire, on a utilisé les termes réseau, d'ouverture, d'intercoopération. L'institutionnalisation du coup de l'économie sociale et solidaire, c'est sa capacité à porter un projet sociétal d'ampleur et un projet de changement politique passe par des espaces de dialogue, des espaces d'interaction, d'échange entre différents niveaux, entre différents acteurs sur un territoire. Oui, c'est bien de manière descriptive de le dire, mais comment ça se vit et comment ça fonctionne, Frédéric? Alors, merci beaucoup. C'est vrai que pour moi, ça fait écho aux travaux de recherche que j'ai pu mener et qui clairement s'inscrit dans un contexte qui est bien sûr inédit. On ne sait pas ce qui va se passer après. Le pire est possible et l'après est totalement imprévisible. Mais on doit penser au futur de l'ESS. Et pour y arriver, il faut comprendre qu'on est parti d'une idée de l'ESS qui doit, comme ça a été dit au début, être diffusée, être connue, devenir mouvement. Ça peut passer par des lieux d'initiatives citoyennes, de démocratie, mais ça peut aussi passer par des initiatives d'entreprise. Ça peut aussi passer par des politiques publiques. Et du coup, ça
ça interroge parce qu'en fait, si on parle d'institutionnaliser, eh ben, il faut penser à réorganiser l'ESS, mais pas uniquement l'ESS, et aussi toutes les autres composantes, c'est-à-dire le rôle de l'État et le rôle des marchés à côté. Et du coup, sans être dans l'approche frontale, idéologique, contre l'ordre économique et tous les penseurs qu'on peut avoir à travers le néolibéralisme et tout, je partage assez l'idée d'une doctrine à réfléchir collectivement sur le rôle de l'ESS après cette période. Alors l'ESS a un rôle militant, ils sont tous engagés pour agir sur le monde, donc ça fait partie de leur gène. Et l'idée, c'est ce rôle de ces acteurs, c'est leur capacité à influencer l'institution, les institutions, et ce qui fait le construit social, comme l'évoquait Daniel à l'instant. Et du coup, cette capacité à innover, à modifier leur environnement, c'est un peu le travail que moi, j'avais fait un petit peu en analysant l'ESS ces 15 dernières années. Et c'est possible, mais à condition de cibler des agents du changement et de pouvoir leur donner les moyens de créer justement, à travers des effets leviers, les moyens d'agir. Donc, on revient au début. Il y a les individus, ils ont une force militante, on a des institutions, et entre les deux, il manque un levier, un transmetteur, et c'est cet acteur du changement. Cet acteur du changement social et politique, il doit être repensé collectivement, tout simplement. Et du coup, ça induit aussi forcément comment évoluer à travers un progrès économique et social qui est appelé de beaucoup par rapport à la crise qu'on vient de vivre. Mais la crise, il faut rappeler, elle vient aussi d'une impulsion sanitaire et elle va avoir un impact économique. Elle a déjà un impact économique et social. Et pour dessiner ce monde d'après, ça demande forcément de s'appuyer sur la force de l'économie sociale à travers ce qu'elle peut offrir dans sa capacité de changement de nos institutions. Je te redonne la parole. Merci, merci Frédéric. Philippe, tu avais parlé d'associationnisme, ces espaces dans les quartiers ou sur des territoires, d'espaces de dialogue, d'espaces d'initiative citoyenne. C'est au niveau micro. Et comme vient de le dire Frédéric, est-ce que finalement ces initiatives qui sont à un niveau un peu micro, des espaces d'initiative citoyenne, peuvent monter, remonter et inspirer véritablement des politiques ou des institutions? Oui, oui, je le pense. Et je pense que l'ESS a finalement une double vertu. Première vertu, qui est peut-être celle qui est la plus connue, c'est une vertu de résistance. Résistance par rapport à une forme d'économie prédatrice, résistance par rapport aux enjeux, ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire toute la société de consommation qui construit des déchets, qui construit de l'énergie fossile et donc qui construit des inégalités. Et donc, il y a toute une capacité de répondre à ces problématiques et de trouver des solutions. Et puis, il y a une deuxième capacité de l'ESS, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire ce pas de côté, être acteur de la transformation sociale, vecteur de changement et à pouvoir engager nos sociétés sur un autre chemin que celui qui est employé pour l'instant et qui nous conduit à une catastrophe attendue. Hein. Il suffit de relire pour cela les prévisions du GIEC pour voir que les enjeux sont énormes et que nos capacités de réponse, pour l'instant, à partir de l'économie qui est en place, sont très, très limitées, pas du tout suffisantes. Donc, on voit que, bien sûr, l'ESS est en capacité de faire mouvement, de construire des collectifs. Bien sûr, l'ESS est force de proposition en termes organisationnels. Bien sûr, l'ESS a fait des propositions au travers de la boîte de l'ESS sur ce que disait d'ailleurs Daniel, les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, et tout ça, c'est bien parce que ça participe de l'intercoopération. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant si autour de ça, on n'a pas, Frédéric en a parlé, les politiques publiques ad hoc. Hein. C'est-à-dire qu'on a la loi cadre de 2014, on attend toujours maintenant des politiques publiques vraiment orientées sur l'ESS et vraiment orientées sur ce que l'ESS peut apporter de meilleur, c'est-à-dire le chemin vers la transition écologique et sociale. Et là, il y a un rendez-vous sans doute à ne pas manquer, puisque avec la pandémie, donc des moyens exceptionnels ont été mis en œuvre. Il est important que ces moyens soient conditionnés à une orientation vers ce qui est pour nous facteur de changement et facteur de pérennité et de durabilité de nos sociétés. Et donc que l'économie sociale et solidaire puisse non seulement être partenaire de ça,
mais peut être au centre d'une logique tout à fait différente. Je pense que maintenant, il faut travailler sur des questions de résilience et les mettre en liaison avec les territoires. L'ESS est sans doute l'ensemble des acteurs les plus concernés par l'enracinement, l'engagement, l'inscription dans les territoires, dans la vie dans ces territoires, dans cette capacité sur ces territoires à faire vivre des collectifs organisés ou des collectifs de collectifs organisés. Et c'est ça les enjeux d'aujourd'hui et pour l'avenir, c'est cette capacité qu'a l'ESS à transcender la question de l'action publique, à la relayer, et donc sans doute un nouveau partenariat au travers de ces politiques publiques, un nouveau partenariat à trouver, des modes de régulation à trouver entre les habitants de ces territoires, les associations, les collectifs organisés de ces territoires et les acteurs publics pour impulser sur le court terme et moyen terme les politiques nécessaires, les actions économiques nécessaires, les nouveaux réseaux. Il y a tout un travail sur les circuits courts, sur la gestion des déchets, sur la transformation sociale et écologique. Il y a tout des collectifs comme autour des communs qui sont basés sur des logiques de territoire et d'acteurs habitants de ces territoires. Et donc, c'est tout ça qu'il faut encourager. Et il faut l'encourager et il faut aussi sans doute changer de registre épistémologique et s'engager sur ce que Boaventura de Sousa Santos appelle une sociologie des émergences. C'est vraiment travailler de concert entre chercheurs et acteurs sur ce qui émerge au sein du terreau de l'économie sociale et solidaire et encourager ces initiatives et faire en sorte qu'un ensemble de forces puissent coaliser pour aller sur le chemin nécessaire, qui est ce chemin ce que je disais tout à l'heure, de la réconciliation entre l'économie et la vie, d'avoir une économie au service de la vie, et la vie qui puisse s'inscrire dans une économie inscrite sur les territoires et redémocratisée. On a vraiment cet enjeu à jouer sur un temps très court, et selon moi, on peut s'appuyer sur, comme tu disais Jérôme, sur une histoire, sur un mouvement qui est né au début du XIXe siècle, qui a grandi, qui a su se construire par rapport à des enjeux qui étaient forts. Aujourd'hui, à l'époque de ce qu'on appelle le Green Deal, sans doute, c'est ces forces-là qui sont les mieux à même de jouer la carte de la survie de notre monde. Et bien sûr, ça peut se faire que dans le lien avec des politiques publiques affirmées en direction de l'ESS et des politiques publiques qui soient fortes et qui ne soient pas timides et qui soient à la hauteur des enjeux. Merci. Merci Philippe. Daniel, tu es encore avec nous? J'ai l'image qui s'est figée. Bon. Patrick? Micro. Tu souhaiterais intervenir du coup sur les processus de changement? Donc, difficile, hein, c'est des choses qui, d'une certaine façon, nous dépassent entre ce que nous souhaiterions, ce qui nous semble possible, ce qui nous semble réaliste. Moi, je pense effectivement, puisqu'on revient un petit peu à la thématique générale, le rôle de résistance se joue un petit peu dans les parties prenantes entre le rôle d'un tiers secteur, je sais que les gens n'aiment plus du tout cette terminologie, les pouvoirs publics d'un autre côté et le marché de l'autre, donc il y a à grande échelle, voilà, il y a un rôle qui doit rester, il faut veiller au grain pour au moins limiter les externalités négatives, peut-être transformer le monde. Moi, plus concrètement, la lutte contre tout ce que nous avons dénoncé, parce que finalement, oui, l'ESS se positionne contre certaines dérives des marchés, certaines dérives en matière d'écologie. Pour moi, la véritable transformation, elle se fait dans un travail d'artisan et très localement. C'est localement que les militants et puis les sympathisants de l'ESS vont pouvoir prendre le pouvoir. Au niveau des quartiers, on peut être… Et là, parce qu'en fait, le problème de l'institutionnalisation, oui, elle est nécessaire. Il va y avoir des gens qui vont porter la parole de l'ESS. Et pour pouvoir porter cette parole de l'ESS, il faut être
avoir une certaine culture, un certain charisme. Donc, voilà, ce n'est pas tout un chacun qui peut monter en puissance au niveau national, mais on peut exister dans son quartier, même si on n'a pas beaucoup d'études. Par rapport à la prise de parole, il y a les diseurs, comme on dit à La Réunion, mais il y a aussi les faiseurs. Et je crois beaucoup aux petits actes qui sont faits au quotidien par des gens très, très humbles. Et c'est cette partie, ce qu'on appelle en anglais le grassroots, qui est chaque brin d'herbe qui constitue une base. Donc, il y a une institutionnalisation d'une culture d'en haut pour essayer de transformer les cadres légaux, notamment, de la société. Et puis, une culture, ça se rappellera un homme politique il y a quelques années, une culture d'en bas, une culture émergente, une culture du peuple, et partager avec le peuple l'économie sociale et solidaire, la solidarité, c'est tout aussi important, à mon avis, de pouvoir diffuser l'esprit solidaire au-delà du secteur de l'ESS, comme on l'avait dit au début des présentations. Merci, merci Patrick. J'ai la nette impression qu'on a perdu Daniel. Je pense qu'elle va réessayer ou essayer de se reconnecter dans un instant. Frédéric, Auré, est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants? Oui, tout à fait. Alors, il y a, j'allais dire son prénom, mais non, c'est un spectateur anonyme qui nous pose cette question. Donc, bonjour, les besoins en énergie, donc notamment fossiles et électricité, demandent des moyens considérables, financiers, humains, technologiques. Si possible, comment le modèle ESS peut-il être transféré, adapté vers ces industries essentielles pour notre vie quotidienne, pour nos professions? Aujourd'hui, en est la preuve, quelle qu'elle soit. C'est une question pour Philippe. Ouais. Philippe, on t'a désigné. C'est Patrick qui t'a désigné, on balance. Moi, je crois beaucoup à la relocalisation dont parlait à l'instant Patrick, au circuit court, à retrouver des réseaux d'énergie qui soient localisés, retrouver des flux humains financiers qui soient relocalisés aussi. Tout à l'heure, c'est pas Frédéric, c'est Daniel qui parlait des monnaies solidaires. Donc, les monnaies solidaires sont des monnaies locales. Il faut retrouver une économie, une finance, des moyens humains, des moyens technologiques qui soient relocalisés. On peut le faire, ne serait-ce qu'avec l'évolution des technologies. Par exemple, ce qu'on appelle les Fab Labs permettent à nouveau, on l'a vu pendant la pandémie, de produire localement des objets techniques élaborés. Donc, les voies techniques et les méthodologies sont là. Il faut maintenant le pratiquer de manière systématique, redonner au territoire les outils du territoire, l'économie du territoire, la finance du territoire, l'énergie du territoire. Et ce faisant, on construira des territoires solidaires et résilients. L'enjeu est là. Et après, tout l'enjeu aussi, c'est de mettre en liaison, en connaissance, en interaction ces territoires pour que les initiatives les plus pertinentes, les plus efficaces, les plus pérennes puissent essaimer de territoire en territoire en se réappropriant chaque fois, en se réadaptant, en se repensant, en se reconfigurant. Mais vraiment, on est, je pense, on est sur ces questions de territoire où des solutions et des méthodes existent et qu'on peut employer pour relocaliser les économies, les démocraties et les choix technologiques. Merci, merci Philippe. Daniel, tu es de retour? Oui, excusez-moi, je suis en montagne, j'ai des coupures Internet de temps en temps, donc voilà, il faut que je revienne. Oui? Oui, j'ai une question du coup. On était passé à la phase de questions-réponses avec les spectateurs. Et du coup, au regard de la question et de la réponse de Philippe, il y a une théorie qui me vient à l'esprit qui a été adoptée, qui est en train d'être adoptée en ce moment par la ville d'Amsterdam, c'est la théorie du donut. Et du coup, je me pose la question de est-ce que tout ce qui est internationalisation, finalement, c'est contradictoire avec les logiques d'ancrage et de proximité de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'une ville comme Amsterdam qui se lance dans la théorie du donut, qui correspond plus que moins à la philosophie de l'économie sociale et solidaire d'un point de vue économique,
Du coup, ça sous-tend qu'elle va se contracter vers une économie plus internalisée et ne va plus s'ouvrir. Est-ce que c'est incompatible? Non, je pense que la théorie du donut elle est très intéressante parce qu'elle cherche à lier effectivement le développement territorial et le développement planétaire. Hein, on est vraiment sur les deux morceaux du donut. Avec au milieu, on tombe dans le trou si on arrive à pas tenir les deux bouts. Ceci dit, c'est pas si simple que ça. Moi, je suis sur un territoire qui se veut très écologique. Hein, je suis sur Grenoble. Hein, on a une municipalité très très citoyenne et écologique. Et ce n'est pas du tout évident. Alors, il y a deux choses qui ne sont pas évidentes. Hein. Première chose, c'est la place de l'économie sociale et solidaire elle-même. Même si nous, on a des politiques publiques envers l'économie sociale et solidaire, de soutien, d'encouragement à l'innovation, surtout, l'innovation sociale parallèle à l'innovation technologique, et puis un petit peu à la mutualisation et à la coopération. Hein. Ce n'est pas du tout évident parce que d'abord, il faut complètement changer de modèle de développement territorial. Et chez nous, on est encore, et je pense que sur beaucoup de territoires, on est encore sur la théorie du ruissellement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le développement économique, qui sera écologique. Hein. Moi, je n'ai pas de souci pour la transition écologique, elle se fera. Elle se fera. Et puis, le progrès social en sera une conséquence un peu aménagée. Hein. Les politiques publiques permettant de réorienter un certain nombre de flux financiers, notamment, pour que la cohésion sociale soit faite. Or, je pense que là, vraiment, si on doit bien… L'ESS a quelque chose aussi à défendre, c'est bien ce mode de développement socio-économique. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas, on ne hiérarchise pas entre l'économique et le social. On voit bien d'ailleurs que l'ESS, en général, dans l'ESS, le développement économique, il suit la mobilisation sociale et les objectifs sociaux. Elle ne les précède pas. Hein. Donc là, je crois qu'on a déjà une révolution culturelle, je dirais, à faire. Hein. Au niveau territorial pour bien se placer dans le développement durable et pas simplement d'un côté le développement économique et le développement écologique et d'autre côté le développement social et culturel. Or, chez nous, on est quand même beaucoup encore sur cette dichotomie-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc le passage de l'ESS au développement territorial, il n'est pas si évident que ça et on voit très bien les difficultés des acteurs chez nous pour faire reconnaître et pour reconnaître eux-mêmes qui participent à un mode de développement territorial nouveau. Et puis après, le passage du développement territorial au développement planétaire, il n'est pas automatique. Hein, il n'est pas automatique. Et moi, je souscris à l'idée de l'essaimage, mais ça ne suffit pas. C'est comme l'idée le développement par la preuve, par l'exemple. Ça ne suffit pas. Hein. Il faut qu'il y ait des relais. Il faut qu'il y ait des relais alors, dans les politiques publiques et il faut qu'il y ait des relais dans les organisations nationales et internationales. Autrement, la diffusion, elle restera limitée de toute façon. Donc, c'est pour ça, hein, je trouve que l'idée est intéressante. Hein. C'est une jolie image, bon, un peu gourmande. Hein. Notre période, ça aide. Hein. Mais maintenant, il faut réfléchir hein, à tous les leviers, hein, à tous les vecteurs de transmission hein, entre le développement territorial et ce développement, comme je dis, international, mais qu'on peut dire planétaire si on veut intégrer aussi la nature dans l'ensemble. Merci. Pour une option. Frédéric, de la CRES, aurait… Est-ce qu'il y a une autre question? Excuse-moi. Oui. Alors, une autre question de Jimmy Beg. Cette période n'a-t-elle pas mis en avant le retour des communs dans l'action publique, le collectif, la solidarité, l'entraide au service de l'individuel? Philippe, peut-être pourrait donner un complément d'information. Je sais que c'est une thématique qui l'intéresse au plus haut point. Oui, bon, je suis convaincu qu'il y a une nouvelle écoute qui est donnée à la question des communs. On le voit dans les écrits, dans les prises de parole, on le voit aussi dans les initiatives donc autour des communs. Et autour des communs, c'est cette idée donc, que tout ne se résout pas dans un management public ou un management privé, mais qu'il y a d'autres formes de gouvernance, d'autres formes de gestion qui sont des gestions collectives, qui sont des gestions organisées dans la délibération, qui sont des gestions organisées autour de à la fois une exploitation de la ressource, mais une préservation de la ressource.
Donc tout ça, c'est intéressant et tout ça, j'ai dit tout à l'heure, selon moi, ça peut inspirer un grand nombre d'acteurs de l'ESS et ça permet aussi d'avoir une vision renouvelée sur ce que sont les fondamentaux de l'ESS. Donc là, il y a à la fois un enrichissement et puis sans doute une façon, comme la question de Ginny le suggère, une question de repenser l'action publique. Il y a sans doute un renouvellement de l'action publique qui est en jeu, une action publique qui ne serait pas seulement celle des autorités publiques, des autorités locales, des autorités de l'État, mais dans le cadre de décisions concertées, organisées sur les territoires dont on parlait, avec les collectifs organisés, avec les habitants, avec les citoyens, une capacité à coproduire, à co-concevoir et à co-évaluer. Donc là, les enjeux sont forts et les propositions sont nombreuses. Il y a des pays qui sont pas mal engagés là-dessus, l'Italie, un certain nombre de villes qui ont signé des conventions autour de communs, notamment autour de la gestion de l'eau. En Espagne aussi, mais dans bien d'autres pays, des initiatives naissent et sont intéressantes à suivre parce que c'est vrai, comme le suggère Jimmy, elles sont en capacité de repenser l'action publique à la fois au niveau local et au niveau national. Merci Philippe. Frédéric, je vais me permettre de choisir une question, même si elle n'est pas en haut de la liste. C'est la dernière qu'on prendra, mais c'est une question qui me semble très pertinente. Ici, nous avons un certain nombre de chercheurs. Tous les chercheurs qui ont été invités ont participé à la rédaction d'un numéro spécial de la RECMA, qui a été publié l'année dernière, je crois, qui portait sur le développement de l'économie sociale et solidaire au niveau ultramarin. Et vous avez tous ce point commun, c'est de vous intéresser à la Réunion, à ce territoire et bien évidemment à l'économie sociale et solidaire, comment elle se vit, comment elle se développe sur notre territoire. Et là, il y a une question sur la spécificité il y a deux questions que je vais fusionner sur la spécificité de notre territoire. Bien évidemment, l'économie sociale et solidaire a déjà eu un impact sur notre territoire, c'est peut-être même institutionnalisé, au regard notamment de la thèse de Frédéric. Mais du coup, compte tenu des spécificités de notre territoire, quels seraient les modèles à réitérer, les processus à mettre en œuvre pour que ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà fonctionné puisse encore fonctionner et peut-être même avoir un impact plus important pour le futur. Donc, la parole est libre. Patrick, j'ai vu que tu as libéré la parole. Ta parole. Oui, mon micro avant de parler pour ce coup-là. Moi, je trouve, c'est un petit peu le diagnostic qu'on avait fait en commun là, dans l'article, dans la thèse avec Frédéric, puis après dans l'article avec Frédéric et Philippe. On trouvait que la dimension du territoire réunionnais, c'était la dimension parfaite, un petit peu moins d'1 million d'habitants, plusieurs grandes villes, et effectivement, il faut coordonner les réseaux, Frédéric l'a montré, un petit coup de main avec les pouvoirs publics pour impulser parfois certaines orientations, pourquoi pas, ou l'inverse, hein, les réseaux qui impulsent les lois. Mais il y a quelque chose pour moi dans ce que j'ai pu observer depuis maintenant 20 ans, de profondément naturel, donc de continuer à laisser les acteurs s'exprimer. Il y a des acteurs militants, des acteurs qui gravitent autour. On est dans des espaces publics où la parole est facilement accessible, facilement partagée. Donc voilà, institutionnaliser, mais laisser aussi des espaces, pas de désordre, mais de non gérés pour garder cette spontanéité qui fait la force de l'économie sociale et solidaire réunionnaise, notamment, je le répète encore, dans les quartiers, dans les hauts, dans les villages, etc. À l'échelle encore plus locale, il y a des choses qui sont très, très naturelles à la culture réunionnaise. Merci Patrick. Daniel ? Oui, moi j'ai participé plutôt à l'article historique sur l'histoire de l'ESS qui a été rédigé par Guylaine David. Ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, il y a ce que Xavier Riccena appelle une matrice territoriale forte sur l'île de la Réunion. En dehors de l'idée que c'est une île, il y a une histoire. Il y a des dimensions culturelles. Et une sorte de cohésion sociale interculturelle qui sont des leviers très très importants, je crois, qui peuvent alimenter ce que tu dis, Patrick. Tous ces échanges, toute cette ébullition qui peut se faire de façon un peu spontanée.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui, moi, me marque, qu'on n'a pas ici, parce que j'ai pas mal travaillé sur la mutualité sur notre territoire, et en métropole particulièrement, c'est que la mutualité reste très ancrée sur le territoire. Et je crois qu'un des défis de l'ESS de demain, mais demain, dans quelques jours ou dans quelques mois, ça sera de renouer les liens entre ce qu'on a appelé l'ancienne économie sociale et la nouvelle économie solidaire, qui, pour moi, bon, ce sont des divisions qui sont plus des divisions historiques que des divisions fondamentales, mais ce qui est important, c'est-à-dire que je crois que pour que l'ESS puisse être forte sur le territoire, il faut pouvoir profiter, je dirais, de la force de certains et du dynamisme, de la spontanéité des autres. Je caricature un petit peu. Et je crois que ça, c'est un élément très, très important. Les petites structures d'économie sociale, d'économie solidaire ont besoin aussi de la force des banques coopératives, de la mutualité, etc., des plus grosses coopératives. Et je crois que ça, c'est un travail très important à faire pour l'avenir, pour que les deux se transforment dans un sens commun, comme je disais tout à l'heure. Ça, je crois que c'est un élément tout à fait important. Il n'y aura jamais de développement endogène, ça c'est clair, sur aucun territoire. À ces échelles-là, il peut y avoir de développement endogène. Ceci dit, on va bien voir que les problèmes de finances publiques qu'on va rencontrer prochainement, même si aujourd'hui elles paraissent très généreuses, vont obliger l'ensemble des acteurs, effectivement, à non pas se sentir délaissés par les politiques publiques. Il faudra bien que les politiques publiques soient toujours au rendez-vous, mais va les obliger à beaucoup plus travailler entre eux. Et je crois que là, je dirais que c'est presque la contrainte et la nécessité qui vont être des leviers. Mais dans l'économie sociale, il y a toujours eu ces deux jambes, ces deux leviers qui étaient la nécessité et la volonté. Et je crois que c'est maintenant que l'ESS doit montrer qu'elle peut activer ces deux leviers pour pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle on va être tous collectivement. Merci Daniel. Philippe, je sais que tu es également un spectateur avisé du développement de notre territoire. Oui, moi j'ai la chance d'animer un cours avec des étudiants de La Réunion et je viens avec un ensemble de chercheurs et d'enseignants de Paris enseigner régulièrement à La Réunion. Et je suis, et mes collègues le sont aussi, très impressionnés par l'histoire, la culture de La Réunion, mais aussi la richesse des savoirs, des expériences et des pratiques associatives et de solidarité. Et ça, c'est une énorme richesse pour le territoire. C'est une énorme richesse, d'autant que vous avez su développer aussi toute une compétence en termes de recherche autour de ces actions. Et Jérôme, Frédéric, et qui sont ici, peuvent en témoigner. Et donc, vous êtes en capacité de faire quelque chose d'assez intéressant sur le territoire et qui avait vertu à avoir une mission d'exemplarité, parce qu'en fait, vous êtes souvent en avance sur les choses. J'ai vu que Casasso, là, qui est quand même un collectif super intéressant, qui a une dimension numérique d'ailleurs, a été créé en décembre 2019, donc ça s'est créé avant la crise. Donc vous avez une capacité d'anticipation qui est importante et qui fait la richesse du territoire. Et c'est pour ça que non seulement j'ai plaisir à venir, mais que chaque fois que je viens, j'apprends plein de choses. Donc, et puis ce webinaire que vous organisez me semble très pertinent et rentre tout à fait dans cette mission là, qui est à la fois une mission de savoir, mais c'est une mission d'expérience et une mission de partage. Merci beaucoup, Philippe, pour tes encouragements. Frédéric? Merci aussi de ce partage parce qu'en fait, nous, ça nous permet aussi d'avoir un regard extérieur et que c'est extrêmement important pour avancer. Et on prouve aussi là qu'on arrive aussi à concilier des visions nationales et locales et que la proximité joue aussi en recherche, en savoir et en expérience. Et puis, c'est aussi des complicités humaines et amicales aussi qui se nouent et qui sont importantes pour avancer et progresser. Je dirais que par rapport à une dimension qu'on a par rapport à l'économie sociale, la spécificité locale, je ne vais pas être long, mais c'est que moi, je résume souvent et j'en suis de plus en plus convaincu que au-delà des concepts et des approches et des différents courants qu'on peut retrouver sur l'économie sociale et solidaire,
quand on regarde juste son comportement, on voit que l'économie sociale, c'est une économie à la fois qui relève des challenges et des défis à chaque fois à travers l'histoire, et c'est une économie qui est tout le temps en mouvement. Donc, elle s'adapte, et à La Réunion, elle s'est adaptée aussi au contexte local. Elle interagit souvent avec son environnement, et cette interaction, elle vient du fait que, et Daniel le soulignait à l'instant, sur le fait que voilà, on a une histoire un peu différente avec le monde mutualiste que je connais bien maintenant. C'est que voilà, il y a une réponse au plus proche du terrain qui s'est faite. Et Philippe le soulignait aussi, et qu'on a des pratiques associatives qui ont joué un rôle historique majeur dans l'évolution de l'ESS sur le territoire. Et ce n'est pas pour rien que ces acteurs ont traversé et ont connu à la fois l'époque coloniale et ont connu aussi voilà, le développement dans les années 70 assez impressionnant sur certaines filières culturelles et sportives. Et aujourd'hui, voilà, irriguent l'ensemble de notre territoire. C'est un enjeu fort de pouvoir demain compter sur cette force, je dirais militante, et je reviens pour boucler la boucle par rapport à l'introduction de ce webinaire, de pouvoir s'appuyer sur des gens qui essayent d'agir sur le monde, quoi, voilà, et sur la société rayonnaise. Et les spécificités, oui, elles sont, voilà, l'économie insulaire et la structuration sociale dans laquelle on est nous met dans un contexte bien particulier où le social a pris une prédominance particulière, mais ça n'empêche pas qu'elle marche sur ses deux jambes, économique et sociale aujourd'hui. Voilà. Et qu'on est en train de vivre aussi une mutation forte qu'il faudra peut-être accélérer. Merci pour cette analyse, synthèse, Frédéric. Christophe, avant de conclure, je souhaiterais passer la parole à un spectateur, c'est Viasso, c'est Samuel. On a parlé de Casasso, des dynamiques collectives qui valorisent les initiatives en ce moment de l'économie sociale et solidaire. Et je sais que Samuel a une initiative à nous présenter très rapidement, en 2 minutes si possible. Est-ce qu'on pourrait lui passer la parole, Christophe? Il est sur le compte Viasso League, je crois. Ou Laurent? Ah, voilà. Vas-y Samuel, tu peux prendre la parole. Bonjour à toutes, à tous. Alors, je vais enlever ce QR code que vous pouvez d'ores et déjà flasher. Vous aurez une petite surprise. Alors, j'ai moins de 2 minutes, c'est ça? 2 minutes, pile. 2 minutes pile. Parfait. Alors, en fait, moi, ce que je voulais vous présenter, c'est tout simplement un badge. L'image qu'on voit juste derrière moi, en fait, c'est un badge qui symbolise les acteurs de la solidarité, de la lutte contre le Covid-19. Donc, c'est un open badge. Et là, vous pouvez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un open badge? Comme j'ai très peu de temps, je vais essayer de synthétiser le plus possible. Alors, un open badge, c'est un badge numérique ouvert. Donc, ce sont des accréditations numériques qui sont représentées généralement par une image qui contient des données. Et donc, dans ces données-là, on va retrouver un certain nombre d'informations telles que l'émetteur, le cadre, comment ça a été délivré, etc. Donc, le badge, l'open badge, rentre dans la catégorie des outils numériques de la reconnaissance, des outils numériques de la confiance. Donc, c'est vraiment pas qu'un badge gadget, c'est un badge connecteur qui sert souvent de prétexte conversationnel. Pour aller un petit peu plus dans le concret, pour vous illustrer un petit peu plus à quoi ça pourrait servir ce badge-là, je vais partager mon écran. Je vais vous le présenter concrètement. Est-ce que c'est possible, Jérôme? Oui, normalement, oui. Christophe pourrait te donner le… Oui, Christophe a dit oui. Parfait. Je te donne le droit. Super. Génial. Alors, donc voilà. Alors, donc, les badges, comme je vous l'ai dit, ça se présente sous forme d'image. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter celui-là. Donc, c'est vraiment un badge qu'on a mis en place pour toutes les personnes qui ont activé leurs compétences, qui ont activé leur courage pour essayer de mettre à disposition leur temps, leur disponibilité, leurs compétences
au service de la lutte contre le Covid-19 lors de cette crise sanitaire. Alors, c'est un badge du coup qui est à l'initiative d'un réseau d'acteurs qui est Badge à nous. Au sein de ce collectif, c'est un peu comme Casaso, du coup, on a une bonne vingtaine de structures. Il y a 5 initiateurs de ce collectif. Pour ne pas les citer, je vais quand même dire qu'il y a la CRES, il y a Monsieur Jérôme Gardodi, carrément je le nomme. Il y a, la Ligue de l'enseignement, effectivement, oui. Il y a le CRAGEP, le Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, et l'IATS de La Réunion, en tant qu'initiateur du collectif Badge à nous. Donc, on s'est vraiment regroupé histoire de faire avancer la reconnaissance ouverte. Et on vous propose comme première initiative ce badge. Donc, le badge acteur de la solidarité contre le Covid-19. Qu'est-ce que vous pouvez faire après avec ce badge? Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le mettre sur les différents réseaux sociaux pour afficher en fait ce que vous avez pu entreprendre pendant cette phase-là. Vous pouvez même le mettre sur votre CV par la suite, histoire de, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, de servir de déclencheur conversationnel. Et ce qui est intéressant avec ce badge-là, c'est qu'on peut y joindre un dossier de preuve. Donc, on n'est pas que sur de l'autodéclaration. Il y a un certain nombre d'acteurs qui vont certifier, attester que vous avez réalisé des actions en faveur de la lutte contre le Covid-19. Et vous pouvez joindre aussi la preuve, ce qu'on va appeler le dossier de preuve, en fait, qui signifie comment vous avez concrètement participé à l'effort. Alors, ce n'est pas compliqué. Je pense que Frédéric Auré va mettre le lien dans l'espace conversation. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien, de compléter avec votre nom, votre prénom, l'adresse, sur quelle action vous étiez. Vous pouvez mettre une petite photo voilà, pour illustrer qu'est-ce que vous faisiez comme dossier de preuve dans un premier temps. Vous cliquez sur « Soumettez la demande ». Et il y a un de nos membres qui va examiner la demande et qui va vous attribuer le badge si vous avez pu suffisamment démontrer à quel point vous avez participé à l'effort contre le Covid-19. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. C'est vraiment une dynamique totalement innovante pour le territoire et j'ai même envie de dire que ce badge-là, il va révolutionner le territoire réunionnais. Rien que ça. Merci Samuel. Vous voyez, on ne manque pas d'ambition, surtout pas avec Samuel. Et c'est un outil très intéressant puisqu'on est à la croisée de la reconnaissance des compétences informelles, des compétences spécifiques relevant de l'économie sociale et solidaire, du numérique et sur du commun, de la connexion. Donc, Philippe, ça pourrait être un outil qui pourrait t'intéresser, je pense. Merci à tous et à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. On s'est rendu compte aujourd'hui, grâce à vos connaissances, votre expertise, les échanges, les questions qui ont été posées, les présentations, les partages, que l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire et sa participation à un changement d'échelle, c'est quelque chose de complexe, puisque sectoriel. Si c'est complexe, moi je pars du principe que c'est riche, et plus c'est complexe et plus c'est riche, et plus du coup ce sera pertinent et passionnant et efficace. Donc merci à vous de participer à cette aventure qui a pour objectif, comme je vous l'avais dit, on ne va pas se cacher nos ambitions, c'est véritablement d'aboutir à des propositions concrètes, complètes, qui pourraient être retransmises, ensuite transmises par des acteurs, des diseurs, comme disait Patrick, des bons diseurs, qui pourront porter la parole au plus haut, au niveau institutionnel, au niveau des réseaux, au niveau peut-être également des décideurs. Mais il faut des acteurs individuels, il faut des acteurs collectifs, il faut de l'intercoopération, il faut de la méthode, il faut du processus, il faut des changements internes, des changements externes. Il faut se baser sur de la preuve, sur des initiatives, sur des exemples, sur des pratiques.
mais il faut également se baser, se fonder sur de l'idéologie, sur de la pensée, sur de la doctrine. Rien que cela, finalement. Et comme le disait Frédéric, il faut faire tout cela bien, assez rapidement, puisque la crise n'attend pas, la post-urgence, comme disait Patrick, n'attend pas. Et donc, on doit être actifs tous pour finalement trouver un juste équilibre entre tous ces schémas d'intervention et ces actes, finalement, et ces actions, ces initiatives et ces propositions d'intervention. Donc, je vous remercie grandement puisque vous nous permettez d'avancer, d'aller plus loin grâce à vos expériences passées, nationales, locales et également internationales. À nous maintenant, acteurs du territoire avec vous, ensemble, de proposer, d'écrire et de construire un certain nombre de propositions. Et je pense que le prochain webinaire, qui se déroulera, je pense, dans 2 semaines, comme habituellement, eh bien, sera l'occasion de vous présenter ces propositions. Je ne manquerai pas de revenir vers vous, les experts, afin de recueillir vos… On reviendra vers vous pour vous partager ces propositions et avoir votre avis là-dessus. Donc, je ne vais pas retarder finalement la fin de ce webinaire plus longtemps, puisque comme d'habitude, comme à l'accoutumée, je m'en excuse, on a dépassé le temps imparti, mais les échanges étaient vraiment riches et passionnants et on a pu se le permettre du coup. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et merci encore pour cette participation et recevez mes salutations solidaires. À très bientôt.